termes de budget, lorsqu'on regarde les seuls coûts du fonctionnement, on serait plutôt en excédent actuellement. Donc voilà. Donc là, il y avait un des économistes qui plaidait sur le fait d'augmenter notre endettement jusqu'au point où finalement on est à l'équilibre. Voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il y a potentiellement une réserve. Évidemment, ce n'est pas forcément ce que vont défendre les acteurs économiques et l'Europe, mais en tout cas, il y aura peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Donc les niches fiscales à attaquer, les niches fiscales représentent beaucoup un financement important. Ce qui est très gênant, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont dites niches fiscales brutes, c'est-à-dire qu'en fait elles vont financer, ce sont des allègements d'impôts. Une niche fiscale, ça correspond en réalité à un allègement d'impôts dans un domaine donné. Certaines sont dites brunes, c'est-à-dire qu'elles contribuent à aggraver les gaz à effet de serre. Donc une des mesures assez... en tout cas qu'il faut sérieusement envisager, c'est la suppression de ces niches fiscales brunes qui pourraient être utilisées pour favoriser finalement les investissements dans les domaines verts. Donc on a parlé de taxation redistributive, on a parlé de taxation de solidarité sur la fortune, on a parlé des héritages. Alors les économistes nous disent qu'en fait les héritages profitent essentiellement aux plus riches. Donc est-ce qu'il y a des moyens de récupérer un peu d'argent sur ce sujet-là? Est-ce que voilà, on est toujours riche pour un autre, hein, c'est toujours... Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, je pense que et c'est un sujet qui aussi dépasse le cadre de notre convention, parce que la fiscalité, c'est un domaine qui va au-delà je pense, de notre compétence, même si on est obligé d'y toucher. La fraude fiscale, et puis la création monétaire par les banques centrales au bénéfice des investissements favorables à la transition climatique et à l'épargne. Ça, c'est un vrai choix, je pense, que de regarder si c'est une voie. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui poussent dans ce sens-là. De façon plus générale, voilà, il faut réinterroger notre système fiscal et voir comment on peut assurer plus de transparence sur les taxes. Parce que la taxe est d'autant plus difficile à accepter qu'on ne sait pas ce à quoi elle sert et ce à quoi elle est utilisée. Une taxe qui viserait à sauver nos enfants, je pense qu'on est plus prêt à l'accepter qu'une taxe qui se dilue parfois dans une efficacité contestable de l'État. En tout cas, il y a cette défiance générale des Français et de la population sur l'efficacité de l'État. Ils veulent savoir ce à quoi est utilisé l'argent qu'ils donnent à l'État quelque part. Donc évidemment, la taxation carbone est un sujet de débat extrêmement fort. Il y a des oppositions très très fortes, hein, cristallisées. C'est un sujet cristallisé. Pour autant, ça nécessite d'être regardé parce qu'il y a vraiment, je dirais, consensus en fait sur des économistes et beaucoup aussi d'associations sur le fait qu'elle est nécessaire. Donc maintenant, l'important, c'est aussi de faire en sorte qu'elle soit juste et qu'elle ne frappe pas toujours les mêmes, qu'elle soit égale. Donc il y a un travail à faire, je pense, pour faire sur ce sujet-là, qui bien entendu cristallise les avis. Voilà. Et puis l'autre point essentiel aussi, faire en sorte que l'utilisation de ces fonds soit efficace. C'est-à-dire que il faut évidemment, tout le monde est favorable à l'investissement vert, mais il faut que l'utilisation des fonds qui en est faite ait réellement un effet. Voilà, donc l'efficacité a été un sujet de discussion. Voilà, en termes de justice sociale, donc mettre en œuvre un financement de la transition qui respecte le principe de justice sociale, donc on en a déjà parlé, tant au mécanisme au niveau de la contribution que de la redistribution. La redistribution étant vue comme étant un axe absolument fort pour s'assurer de la justice et faire en sorte que les plus modestes, les plus pauvres ne soient pas pénalisés. Voilà, donc il faut que ça bénéficie et ça sollicite aussi l'ensemble des acteurs économiques. Alors pourquoi c'était dit? Je pense que ça a été dit essentiellement parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'exemptions, on retombe finalement sur les niches fiscales et la taxation n'est pas du tout la même, celle qui est amenée aux particuliers et celle qui est faite aux entreprises ou à différentes professions est très différente. Donc la justice sociale est vue comme étant aussi remettre tout le monde au même niveau. Donc c'est difficile. Voilà. Donc il faut mobiliser et sensibiliser tout ou partie des acteurs, tant publics que privés.
Donc qui faut-il mobiliser? Donc il y a eu discussion sur ce sujet-là sans qu'on ait vraiment abouti. Voilà. Et comment mobiliser l'épargne des ménages? C'est aussi une question. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils aient envie de s'orienter vers des dépenses vertes? Voilà, j'arrive à la fin, je crois que... Et voilà, il faut créer l'envie chez le consommateur et aussi mobiliser du courage politique. Il y en a eu, hein, ça a donné lieu quand même à des épisodes un peu difficiles dans le passé. Voilà, en conclusion, le choix des modalités de financement de la transition climatique n'est pas seulement un choix technique, mais aussi c'est des choix politiques et de société. Voilà. Quand on touche à la taxation, c'est effectivement un choix de société. Et quand on touche à la vie des gens, c'est un choix de société. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Hubert. Alors, merci d'avoir répercuté avec autant de précision les points de débat. Et comme tu l'as souligné, ces points de débat n'ont pas été tranchés par les squads, mais sont bien portés à connaissance de la Convention pour être discutés lors des prochaines réunions, sachant que l'ensemble des documents qui ont été distribués et les vidéos sont disponibles sur J'en parle. Donc ceux et celles qui n'ont pas été à l'Escouade peuvent se connecter à cette matière et cette synthèse sera également disponible. Merci Hubert de nous avoir présenté cela. Nous passons aux enjeux de la Constitution. Je voulais intervenir sur cette question-là. Tu me vois là? Oui. Par ici. Voilà. Pierre. Voilà. Je voulais intervenir sur cette question-là parce que je n'ai pas été averti ou pas trouvé pour la participation aux réunions de l'Escouade portant sur le financement. Et donc, je suis désolé s'il y a eu un problème d'information. Bon. Je ne peux pas le régler maintenant. Je remarque que le compte rendu qui a été fait me semble satisfaisant. C'est mieux que ce que je craignais, beaucoup mieux. Merci Pierre. Nous n'avons pas de procédure d'adoption, mais en tout cas, merci pour ton message. Je voulais souligner un point qui n'a pas été abordé, c'est l'assurance qui doit être mise en place, parce que les assurances privées ne remboursent pas en cas de catastrophe naturelle, donc l'assurance, rarement, donc l'assurance qui doit être mise en place, une assurance qui est l'équivalent de l'assurance maladie, mise en place pour assurer les bâtiments et les terrains contre les catastrophes naturelles. Pierre, nous n'avons pas le temps d'ouvrir une nouvelle mesure, nous la versons, et s'il y a les discussions restent ouvertes lors de la session 5 sur les questions de financement, sur lesquelles cette question pourrait être versée. Il nous reste 2 sujets et nous devons ouvrir la connexion dès que nous aurons fini les 2 sujets. Nous avons déjà 15 minutes de décalage. Je vous demande de ne pas prendre de parole maintenant, de faire remonter vos commentaires par la plateforme J'en parle et nous ouvrons les discussions sur le financement lors de la session 5 à l'ensemble de la Convention. Angela et Jean-Luc, vous avez la parole pour le retour sur l'Escouade Constitution. Merci. Nous, pour la Constitution, on a reçu 3 intervenants. Donc, Julien Bataille, un journaliste économique, Valérie Cavanas, une professeure à l'École d'économie de Paris, et Delphine Herdey, c'est membre du groupe d'appui. Là-dessus, sur les principales thématiques abordées par les intervenants, la Constitution est en réalité un bloc dans lequel se trouvent la Constitution et le préambule de la Constitution de 1958 et la Charte de l'environnement. L'article 1 de la Constitution décrit les droits fondamentaux. Les autres articles concernent le fonctionnement des institutions. La première position du corpus constitutionnel et législatif est suffisant. L'enjeu et son application et son contrôle effectif d'application. La deuxième position, il faut donner une primauté aux droits de l'environnement par rapport aux autres fondamentaux. Donc inscrire dans l'article 1 de la Constitution et veiller à l'application effective de cette disposition. Il est important d'intégrer des nouveaux outils permettant notamment d'éviter des limites planétaires et sanctionner les atteintes de l'environnement de l'écosystème. Bien. Restitution de l'Escouade, des interventions. Alors la restitution, c'est une liste qui n'est bien sûr pas exhaustive.
Donc creuser et débattre les modalités de modification de l'article 1er de la Constitution. Les membres de l'Escouade convergent globalement pour dire qu'il est nécessaire de faire évoluer la formulation de l'article 1 pour y faire apparaître distinctement le droit de l'environnement comme droit fondamental et qu'il ne faut pas, en revanche, modifier la charte de l'environnement. Effectivement, on nous a expliqué que dans cette charte de l'environnement, elle était elle était complète. La problématique, on verra un peu plus tard, c'est que ce n'est pas respecté. Comment faire respecter ce qui est dans cette charte? Cependant, pour certains, les textes constitutionnels et législatifs sont suffisants et permettent de sanctionner les atteintes de l'environnement, dès lors qu'ils sont effectivement appliqués et que leur application est contrôlée, soit contrôlée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans la hiérarchie des droits fondamentaux, le droit environnemental devrait passer avant les droits individuels, tels que le droit de propriété ou les droits économiques. Il faut savoir que les droits de forage, par exemple, au large et dans notre département d'outre-mer qui est la Guyane, les droits économiques passent avant les droits environnementaux. Et ça, c'est bien dommage. Donc ce sera éventuellement un débat. Creuser et débattre des modalités qui favoriseront une bonne interprétation des textes favorables à l'environnement par les juges. Formation des juges, parce que ceux-ci ne sont peut-être pas suffisamment formés pour traiter des problèmes environnementaux. Spécialisation des tribunaux et création d'un parquet dédié spécifiquement à l'environnement. Définir les outils légaux. Utiliser donc les limites planétaires. Il faut savoir qu'il y a des rapports qui invoquent ces fameuses limites planétaires. Aujourd'hui, à titre d'information, on nous a donné ces chiffres. 9 limites, voire même une 10e, sont aujourd'hui inscrites. Et pour la France, et rien que pour la France, 6 d'entre elles sont déjà atteintes. Donc là, à ce niveau-là, il y a peut-être urgence de prendre en considération cette notion de limite planétaire. Pour définir les atteintes à l'environnement et doit être sanctionné, intégrer la notion d'écocide dans le droit français, donner à la nature non plus la qualité d'objet, mais la qualité de sujet. Alors là aussi, il faut faire attention. Ça a été fait en Inde au sujet du Gange, ce que nous ont dit les experts pas plus tard qu'hier. Et il se trouve que la question a été posée par les organismes qui s'occupent de cela, en disant oui, mais si quelqu'un se doit dans le Gange, à partir du moment où on lui a donné une notion de sujet et non plus d'objet, que se passe-t-il? Qui est responsable? Donc il y a des questions, bon c'est peut-être philosophique, mais il y a quand même des questions à se poser pour ces enjeux. Donc c'est à votre appréciation également. Et enfin, troisièmement, c'est creuser l'intérêt d'une troisième chambre dédiée aux questions environnementales. Alors on sait que là aussi certains groupes ont déjà évoqué, alors troisième chambre, convention, que sais-je encore. Ça, ce n'est que de la terminologie. Indépendante et dotée de pouvoirs décisionnaires dont le périmètre reste à définir pour s'assurer que les enjeux environnementaux soient effectivement pris en compte dans toutes les décisions et lois. La composition de cette chambre et son articulation avec les évolutions envisagées du CESE est à définir. On sait qu'ils sont en refonte. L'intérêt de cette chambre est d'y associer les citoyens selon les modalités également là à définir. Et ce dispositif garantirait la prise en compte du long terme et l'évaluation de l'impact des décisions sur les générations futures. Effectivement, aujourd'hui, il est fort de constater que les enjeux, on va parler franc, les enjeux politiques sont pour les députés à 5 ans et pour les sénateurs à 9. Nous parlons là des sujets de société qui ont pour objectif 50, voire 100 ans, pour essayer de garantir un minimum pour nos descendances et l'avenir de notre planète. Voilà, j'en ai terminé. Nous en avons terminé. Beaucoup, Jean-Luc et Angela. Oui, on arrive. Je vais faire la précision.
on vient de se rendre compte qu'on vient de vous distribuer le questionnaire d'entrée. On a tellement envie de continuer avec vous qu'on a envie de revenir vendredi à midi. Rassurez-vous, vous pouvez récupérer les questionnaires en début de ligne. On va vous donner les questionnaires de sortie dans quelques instants. Ne commencez pas à les remplir. C'est une petite plaisanterie de la part de l'équipe, c'est tout. Avant que Patricia ne prenne la parole, je précise que Julien Bétail est maître de conférence, pas journaliste, en droit de l'environnement à l'Université de Toulouse, et que Valérie Cabane, qui est intervenue également, un juriste international spécialisé en droit de l'environnement et en droit de l'homme. Alors, Patricia, nous avions un troisième sujet, et le troisième sujet, c'était le lien entre les enjeux du milieu naturel et du climat, et comment les avez-vous abordés dans l'Escouade et quelles sont les propositions que vous faites à la Convention? Alors, nous avons eu la chance d'avoir l'intervention de Paul Lidley, professeur à l'Université de Paris-Saclay. Donc, je vais vous faire la restitution. Patricia, on va te donner ce micro-ci, parce qu'il va être plus puissant que celui que tu as. Je vous disais donc que je vais vous faire la restitution partielle, évidemment, parce qu'on n'a pas pu tout renoter. Et puis ce serait long à tout vous répéter, bien sûr. Donc l'intervention de Paul Lidley, professeur à l'Université de Paris-Saclay. Les principales thématiques abordées par l'intervenant sont les impacts du changement climatique sur la biodiversité. Ces impacts sont démontrés et s'aggravent. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Les solutions basées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et son atténuation, protection et restauration des milieux naturels et agricoles. Il faut agir aussi sur les causes communes au changement climatique et à la biodiversité. Voilà, c'est ce qui nous a un petit peu expliqué. Maintenant, je vais vous faire la restitution de l'Escouade sur l'intervention. Alors, premièrement, nous avons choisi de la préservation et la restauration des milieux naturels qui sont dégradés, donc les milieux marins, les milieux terrestres, les zones humides et les cours d'eau, par exemple. Et tout ça, ça entre dans notre mandat de citoyen parce que ces espaces stockent du carbone et que leur destruction génère des émissions des gaz à effet de serre, bien sûr. À l'échelle mondiale, la reforestation et la protection des milieux naturels contribuent à 1/3 des réductions de GES. Il permettrait de stocker 50 gigatonnes de carbone d'ici 2050. Donc c'est quand même une quantité pas négligeable. Il faut trouver des leviers d'incitation au comportement vertueux pour restaurer, dépolluer et protéger les milieux naturels. Il faut aussi favoriser la diversité génétique, forêts, prairies, zones humides, diversité des cultures, des haies, des champs fleuris. Et éviter les monocultures qui appauvrissent nos terres. Certaines mesures favorables à la réduction de GES peuvent avoir des impacts sur la préservation de la biodiversité. Certaines mesures sont gagnant-gagnant. Par exemple, diminuer la consommation de viande, passer à la transition agroécologique, réduire le gaspillage alimentaire de 30%, la gestion de la ressource des eaux, le développement de la végétalisation dans les zones urbaines. Certaines de ces mesures sont des externalités, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, négatives. Elles ont des effets négatifs sur la biodiversité. Exemple, le développement des biocarburants et l'éolien. Il ne faut pas que ce soit poussé à l'extrême, ce qui n'est pas bon, évidemment, pour toute chose.
Troisièmement, nous avons les mesures de protection ou de restauration des milieux naturels, qui sont des mesures économiquement avantageuses. En revanche, l'efficacité de ces mesures s'inscrit dans le long terme. En quatrième, nous avons parlé aussi et retenu la lutte contre le gaspillage alimentaire a des effets conséquents sur les GES et la biodiversité. 30% des aliments produits sont gaspillés avant d'être consommés pour différentes raisons, en fonction de l'état du développement des pays. En pays développés, c'est après consommation. Pays en voie de développement, c'est avant l'achat par les consommateurs. Problème de chaîne du froid, par exemple. Et pour lutter contre le gaspillage, contre un panel de gaspillage, il faut trouver les leviers qui peuvent être activés sur l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire consommateurs et acteurs de la grande distribution. Voilà. Merci Patricia. Merci beaucoup. Là aussi, des questions, des sujets à discuter dans l'intercession et lors de la session 5. Merci à vous quatre pour cette restitution de l'Escouade. Nous voyons plus clair sur les points qui vont être utiles au développement des mesures. Je donne le top départ pour la diffusion en direct de cette session de clôture. Et je remercie la grosse centaine de personnes qui est présente dans les tribunes, qui est témoin de ce moment de clôture de cette 4e session. Merci d'être là aux côtés des membres de la Convention. Et parmi vous, Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances publiques, est présente. Merci Madame la ministre d'être avec nous. Il y a également des parlementaires nationaux et européens. Merci d'être là. Chaque témoin, média, expert, citoyen est fondamental pour cette convention et pour la place qu'a cette convention dans la société française. Nous allons maintenant passer à une étape de restitution des groupes de travail. Sophie, tu as la parole. Je viens avoir le micro. Donc, ce qui s'est passé pendant ce week-end a été à la fois très riche de production, de réflexion, mais aussi d'arbitrage, donc de difficultés parfois. Mais vous avez fait un travail assez exceptionnel, les uns et les autres, pour répondre au mandat qui vous est passé et pour présenter d'ici la fin de cette session, pour présenter des mesures dans un cadre qui répond au mandat qui vous est passé. Ce que vous allez faire maintenant, donc chacun des groupes va venir présenter la vision qu'il a pour la thématique qu'il a approfondie, quelle est l'ambition qu'il porte et quelles sont les mesures qui concourent à cette ambition. Et donc on va les appeler les uns après les autres. Vous avez aussi travaillé, on ne va pas le restituer ici, mais pour que l'Assemblée le sache, vous avez aussi travaillé à l'interface entre certaines de vos mesures. Vous avez réfléchi à la cohérence de ça. C'est pas encore complètement mûr, donc pour le moment on est encore par thématique, mais progressivement vers la fin de la convention, vous avez intégré le fait que tout ça était global et chacun des groupes a travaillé au service des 150. Donc cette restitution-là, ce sont des personnes qui la font au nom de leur groupe pour l'ensemble des 150. Dans cet esprit-là, je vais appeler du groupe qui a réfléchi sur produire et travailler, Ousmane, Muriel et Sylvie, si vous voulez bien venir. Derrière le groupe Se Nourrir, préparez-vous. Ensuite, on aura la restitution du groupe Se Loger, puis Consommer et enfin Se Déplacer. Du coup, je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu. Vas-y. Ah, Sébastien avec Ousmane, Muriel et Sylvie. Allez-y. Donc vous allez voir s'afficher également écrit et en résumé cette ambition et les mesures qui y concourent. Allez-y. Alors on fait partie du groupe Produire et Travailler. Notre ambition pour nos propositions. La vision de la thématique, les objectifs poursuivis. Nous souhaitons contribuer à une société décarbonée, durable, éthique et juste, respectueuse de la vie de notre planète. Nous voulons arrêter la destruction de la planète
et donner à nos enfants un cadre vivable débarrassé de toute pollution. Les propositions du groupe Produire et Travailler s'inscrivent dans cette logique. Nous voulons produire pour vivre et non pas vivre pour produire. Nos propositions visent à produire et travailler mieux de manière responsable en concevant des produits durables et une production locale. Nous demandons à abandonner progressivement toute énergie carbonée. Alors, tous nos outils de production doivent être transformés et adaptés aux exigences de la transition écologique. Cela demande de l'anticipation pour transformer les compétences, les comportements de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises et pourquoi pas les acteurs publics. Dans une économie globalisée, nous devons nous assurer de prendre en compte cette exigence dans nos importations. Tous les investissements doivent aller dans le sens de la transition écologique et de la disparition des émissions carbone. Là, c'est les mesures normatives. Favoriser une production plus responsable, développer des filières de réparation et de recyclage. Développer et soutenir l'innovation de la transition. Loi visant à organiser le financement de l'innovation et de la transformation de l'outil de production des entreprises dans le cadre de la transition écologique. Évaluation de l'impact des effets sur la biodiversité en amont de notre système de production de travail et réparation et régulation des effets néfastes. Production, stockage et redistribution d'énergie pour et par tous. Accompagner la reconversion dans les entreprises et la transformation des métiers au niveau régional via la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Réglementer et contrôler le numérique pour le rendre beaucoup moins carboné. Réduction du temps de travail sans perte de salaire dans un objectif de sobriété et de réduction des gaz à effet de serre. Introduire des clauses environnementales dans les marchés publics et ou les demandes de subventions. Des mesures qu'on a transformées en recommandations. Développer un mécanisme d'ajustement carboné aux frontières de l'Union européenne pour les grandes industries émettrices. Alors, comme deuxième point, compléter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre avec ceux de réduction d'empreinte carbone qui doivent inclure d'importation dans l'Union européenne. Et un troisième point qui rejoint le sujet du financement, s'appuyer sur des dispositifs existants, alors type ex-CICE, et les verdir en les conditionnant à des clauses environnementales. Merci. Alors, pour le groupe Se Nourrir, on m'a donné des noms, hein, si vous êtes plus. Vous dites Alain, Quisito et Claire. Alors, le temps que vous descendiez, je répète ce que vous a dit Yves. On vous a transmis par erreur le questionnaire d'entrée à la place du questionnaire de sortie. Donc si vous avez l'impression de re-remplir quelque chose que vous avez déjà fait, arrêtez-vous tout de suite. Nous ne recommençons pas 3 jours à partir de aujourd'hui. On va vous remettre dans les temps avant que vous puissiez partir. Tout le monde là, donc choisissez le bon. Allez-y pour Se Nourrir. Comment avez-vous digéré vos travaux ? Bonjour, c'est le groupe Se Nourrir. Nos ambitions et propositions. Se nourrir est un besoin vital.
Cependant, il génère de nombreuses émissions de gaz à effet de serre